Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur mon Pékin Express avec Shang Hui. Aujourd'hui, un numéro consacré à l'économie de l'industrie cinématographique en Chine. Je vais faire une brève présentation de nos chers invités, les 4 invités, 2 Français et 2 Chinois qui nous rejoignent depuis Beijing, depuis Shanghai et depuis Rouen et depuis Paris. D'abord, nous avons Monsieur Zhou, qui est directeur général adjoint de distribution chez Star Times. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous. Et nous avons également Monsieur Ozgun, qui est réalisateur français. Vous avez été nominé pour le meilleur film au Festival international du film de Macao. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous avons Monsieur Garino, Noël Garino avec nous. Vous êtes délégué artistique et technique au Festival du cinéma chinois en France. Bonjour à vous et bienvenue pour nous rejoindre pour ce forum Mon Pékin Express avec Shang Hui. Et nous avons également avec nous Madame Zhang Huimin, qui est interprète de français de l'équipe préparatoire de Wandering Earth numéro 2. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand on parle de l'économie du marché cinématographique, on parle du box-office, on parle aussi des produits dérivés qui sont issus des films populaires. Cette fois-ci, on va parler d'abord de Wanderers, qui est l'un des films les plus populaires en ce moment. Ce film a en effet obtenu plus de 94% de likes chez les utilisateurs de Google et aussi a obtenu un bon résultat au box-office en Chine, dépassant les 3 milliards 700 millions de yuan sur le marché chinois depuis sa sortie le 28 janvier 2023, donc en peine un mois. Le film a également enregistré un record. Madame Zhang Huimin, vous avez participé à la production de ce film et surtout dans la traduction de ce film. Donc, comment voyez-vous ce résultat? Bonjour Shanhui, tout d'abord, merci pour cette invitation et j'ai le plaisir de vous partager mes impressions et mes remarques dans la production de ce film. Donc, j'ai été interprète de français de liaison chargée de la communication entre l'équipe des réalisateurs assistants et les acteurs francophones, mais aussi de la traduction des scripts, mais aussi des titres, des décors en français, tout cela. Et je suis ravie de voir le grand succès qu'a obtenu ce film, non seulement au niveau de nombre d'entrées, mais aussi au niveau de retour des spectateurs. D'après moi, le succès s'explique par tout d'abord le professionnalisme de l'équipe de production, la recherche à la perfection, ensuite la sincérité de toute l'équipe de production aussi. Par exemple, le réalisateur Guo Fan, je pense qu'il est à la fois modeste et ambitieux. Tout d'abord, je pense il attend un retour des spectateurs pas très ambitieux, je pense que c'est ça, la modestie. Donc parce qu'il a dit il espère que ce film numéro 2 est un peu meilleur que le premier film. Par contre, il attache une très grande importance au bien fondé de l'histoire, aux effets spéciaux. Il attache une très grande importance à tout ce qui est dans l'image, tout ce qui est présenté, tout ce qui sera présenté devant les yeux des spectateurs. Ensuite, je pense que le plus important, c'est que les idées clés du film sont largement reconnues par les spectateurs chinois. Là, on trouve le romantisme chinois parce qu'au lieu de déserter notre planète lors de la crise, on a choisi de se déplacer avec la Terre. Et aussi la valeur du film qui se différencie des films hollywoodiens qui prônent plutôt l'héroïsme. Souvent, c'est un certain héros qui va sauver le monde, alors que dans ce film, c'est la solidarité de l'humanité qui nous a aidés à sortir des crises planétaires. Et je pense que cela s'aligne sur également l'image de la Chine sur la scène internationale, l'aspiration à la paix et aussi la construction de la communauté de destin commun pour l'humanité. Donc, c'est plutôt de l'héroïsme, un autre genre d'héroïsme qui est Oui, c'est différent de ça. l'héroïsme à l'américaine, l'héroïsme individuel. C'est plutôt l'héroïsme de la communauté internationale, de Ouais, quelque chose de collectif, quoi. ouais. Je pense que cela répond également. Ouais. Monsieur Carino, vous nous rejoignez depuis Rouen, en France. Avez-vous également visionné ce film chinois The Wandering Earth 2? Et comment voyez-vous les performances du film sur la scène internationale? Je n'ai malheureusement pas encore vu le numéro 2, évidemment, ce qui est bien logique.
J'avais vu le 1, évidemment, Mm. mais par contre, cela montre, cela montre que l'industrie chinoise est capable aujourd'hui de rivaliser et même de faire mieux qu'Hollywood en matière d'effets spéciaux. Et ça, c'est très, très important. Et j'espère que ce film va permettre donc, va être largement vu sur la scène internationale. Le premier avait été acheté par Netflix, qui est la chaîne de streaming, la plateforme de streaming la plus importante dans les pays occidentaux. Donc, le premier avait été donc largement vu. Et j'espère que le second va pouvoir l'être de la même façon. Le premier était spectaculaire, le second doit être encore plus spectaculaire. Justement, on revient à Monsieur Zolou, puisque là, vous travaillez justement sur la production et aussi surtout sur le côté, tout ce qui est en lien avec la distribution d'un film, surtout des distributions d'un film chinois, c'est chez Star Times. Donc, pourriez-vous nous présenter comment ça se passe, par exemple, si nous avons ce film qui est le Wandering Earth et qui va donc ensuite entrer sur la scène internationale, quels sont les processus. Donc, et nous devons à peu près attendre pendant combien de temps pour que ce film soit disponible, par exemple, à Paris, en France, ou à Burundi ou au Congo, pour que les gens puissent visionner ce film? Merci, Xianghui. Avec très grand plaisir de participer à ce programme. J'étais en Afrique dans plusieurs pays. J'ai remarqué que les Africains appréciaient vraiment des films kung-fu chinois en majorité au commencement. Ils connaissent beaucoup des acteurs karaté comme les Bruce Lee et Jackie Chan. Et maintenant, avec l'évolution des diffusions des programmes chinois en Afrique, ils ont découvert et aimé des films sociaux, car ces genres de production audiovisuelle se rapprochent de la culture africaine. Je pense comme les Africains, ils vont aussi aimer des films science-fiction chinoises comme Wandering Earth, parce que la Chine a évolué des films traditionnels des karaté chinois vers les films qui traitent des programmes sociaux de la Chine, qui va dans l'espace. C'est la révolution audiovisuelle chinoise. C'est aussi en relation avec l'évolution économique et scientifique. Effectivement, je rappelle que, Monsieur Zolou, vous avez une riche expérience de travail dans de différents pays en Afrique, comme le Burundi, la République démocratique du Congo et aussi la Côte d'Ivoire. Donc, tout à l'heure, vous nous avez présenté les types de séries et les types de cinéma, de films qui ont un grand succès, qui ont eu un grand succès sur le continent africain. Et Monsieur Ozgun, vous êtes avec nous depuis Paris. Vous avez participé dans la production de 2 films en coopération avec la Chine, qui sont Le Oui. Vol Rose et aussi Happy Night. Ce sont les 2 longs métrages indépendants, d'après ce que Oui. vous m'avez raconté. Donc là-dedans, comment a été réparti et quel a été votre rôle, surtout dans ces films-là, surtout dans la production, dans la réalisation? Je suis réalisateur scénariste à la base. Et j'ai créé ma société de production en 2019. J'ai décidé de travailler comme producteur aussi parce que c'était pas du tout mon objectif. Mais je me suis dit pourquoi pas parce que j'ai plein de scénarios, j'écris beaucoup et je veux commencer à produire moi-même. Et du coup, Le Voleur Rose, en fait, normalement, c'est un projet qui était coproduction avec la France et la Chine. Et on avait des financements du côté Chine, 50%, du côté France, 50%. Euh, et du coup, du côté France, honnêtement, au niveau de financement, c'est pas trop avancé. Et du coup, le film financé entièrement par la Chine, par une société de production chinoise. Depuis 2014, pratiquement, quand je commence à travailler, j'ai développé 3 projets avec la Chine. Il y a un qui est toujours pas réalisé. Happy Night et Le Voleur Rose est bien fini. Et ces 2 films plutôt va sortir sur des plateformes digitales internationales et en Chine aussi. C'est intéressant ce que vous avez dit, puisque vous cherchez en permanence aussi ces coopérations, les coproductions avec toujours un partenaire qui est en dehors de la France, par exemple aux Oui. États-Unis ou en Chine. Donc, en effet, pour vous, par exemple, le coopérer avec la Chine, est-ce une clé pour entrer sur le marché international?
Oui, oui, justement, en fait, je sais très bien que beaucoup de monde est intéressé par le film d'Asie, surtout film chinois et Mm. film coréen. Aujourd'hui, on peut voir énormément de films coréens sur des plateformes digitales comme Netflix. Et je sais très bien que par rapport à mon entourage, les gens s'intéressent beaucoup par les films chinois, mais c'est trop difficile d'accès aux bons films chinois, en fait. Je pense qu'il faut beaucoup plus de promotion, beaucoup plus de... au niveau de distribution, en fait, peut-être il faut revoir tout ça et sortir parce que moi, je regarde beaucoup de films chinois sur iQIYI. Voilà, je suis beaucoup parce que c'est un marché qui m'intéresse. J'aime beaucoup la Chine et j'aime beaucoup collaborer avec la Chine. Du coup, personnellement, j'allais voir, voilà, je suis au milieu chinois. Mais Mm. pour les gens qui n'est pas capables facilement aller voir, comme moi, aller trouver des films ou certaines plateformes, c'est trop difficile à trouver sur des plateformes internationales, européennes ou occidentales. Voilà, je pense qu'il faut retravailler sur ce point pour sortir des bons films chinois un peu partout. Alors, Monsieur Garino, justement, vous êtes avec nous. Comment voyez-vous ce sujet? Et là, justement, puisque vous travaillez en France, vous travaillez dans l'industrie cinématographique, vous travaillez dans le domaine artistique et aussi technique, est-ce difficile d'avoir accès aux bons films chinois? Absolument. Mustapha a entièrement raison. Le problème que nous avons, non seulement en France, mais je pense dans la plupart des pays européens, c'est que les films chinois qui sortent sur les écrans sont des films que l'on appelle en France des films arts et essais, qu'on appelle sur le plan international des art house movies, c'est-à-dire des films qui ont été diffusés dans Ouais. les festivals occidentaux comme Berlin, Cannes ou Venise, et que les distributeurs ont remarqué. Et il y a un public donc en Europe pour ce type de film. Et c'est quasi exclusivement les seuls films chinois que l'on peut voir. On ne voit pas, malheureusement, il n'y a pas de distribution de cinéma mainstream, de films plus commerciaux, de films qui attirent un plus grand public. Et c'est ce que nous essayons de faire justement avec notre festival, le Festival du cinéma chinois en France, qui est un festival donc, qui a lieu depuis 2011. On a fait 9 éditions jusqu'à 2019. Nous avons été obligés de nous arrêter à cause de la pandémie. Nous espérons reprendre bientôt. Et ce film nous présente dans une dizaine de villes en France, une dizaine de films chinois récents de l'année qui représentent une espèce de best-of de la production chinoise. C'est-à-dire que ce sont les films qui sortent dans les salles chinoises, dans tous les styles, dans tous les genres, des blockbusters, des comédies romantiques, des comédies pas trop parce que il faut se méfier avec les comédies parce que les styles d'humour sont différents. Ça veut dire que c'est culturel, ça. Ce qui fait beaucoup rire les spectateurs chinois ne va pas forcément faire rire les spectateurs français et réciproquement. Donc, il faut Et être un peu plus... compris. Mm. Voilà, et compris. Mm. Il faut être un peu plus prudent avec les comédies. Comédies, vraiment, vous avez les comédies, les vraies comédies. Autrement, tout le reste, on essaie donc de faire un espèce de best-of, de films importants ou de films intéressants. Et c'est très bien reçu. Hein, c'est très bien reçu. C'est pour ça qu'il existe effectivement un marché et qu'il y a quelque chose à faire en ce qui concerne, comme le disait Mustapha, il a entièrement raison, la distribution, parce que les distributeurs sont assez frileux pour distribuer ce genre de film et choisissent en quelque sorte la facilité en ne distribuant que des films art et essai pour lesquels ils sont certains d'avoir un public. Mm. Et là, est-ce que vous êtes confiant dans, justement, comme aujourd'hui on parle de l'économie de l'industrie cinématographique chinoise, que ce soit en Chine, sur le marché chinois ou sur la scène internationale, comment voyez-vous le marché ou la part de marché des films chinois sur le marché français ou le potentiel des cinémas chinois des films chinois sur le marché français? Il y a un grand potentiel. Le problème, c'est que le public ne connaît pas vraiment le cinéma chinois. Pour eux, le cinéma chinois, c'est le cinéma uniquement art et essai, les films, ce qu'on appelle les films d'auteur. Ils ne connaissent pas le cinéma qui est davantage mainstream, alors qu'il y a un excellent cinéma chinois qui se situe entre les deux. Vous avez les gros busters commerciaux, vous avez le cinéma art et essai, et puis il y a un autre cinéma entre les deux qui, lui, est accessible absolument à tous les publics. Mais il y a un Oui, et manque là, ça veut dire qu'on manque encore. il y a un manque de connaissances de la part du public et donc il y a un effort important à faire en ce qui concerne le marketing.
Donc, tout ce qui concerne le marketing et aussi la distribution. Par exemple, nous avons Monsieur Zolou qui est avec nous en ligne, surtout en parlant de ces distributions. Et là, votre travail, puisque vous travaillez chez Star Times, et j'imagine que là, vous avez beaucoup travaillé avec les continents africains, avec surtout des pays africains, puisque vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez au Burundi. Et donc, justement, ces questions que j'avais pensées pour vous, c'est que vous travaillez en effet en première ligne justement du marketing du cinéma et de la télévision. Donc, quel aspect du film sont les plus concernés par le marché en ce moment? À cause de l'histoire de l'Africain, les Africains sont habitués à voir des films occidentaux. Ils ont aussi la capacité de produire leur propre contenu local, surtout ces dernières années. Donc, ce qu'ils attendent, c'est de voir les films chinois qui parlent de l'information, la technologie, les voyages dans l'espace et les nouvelles techniques des Mm. productions dans le domaine, surtout l'agriculture, etc. Oui, donc là, vous avez plutôt parlé des films américains qui intéressent le public africain. Donc, puisque vous travaillez dans le marketing de ces films, comment voyez-vous justement la discussion et le sujet autour duquel nous avons discuté là depuis tout à l'heure? Comment voyez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ou le potentiel encore du marketing des films chinois sur la scène internationale? Je pense que d'abord, il faut que les peuples africains aient l'occasion de voir les films chinois. Mm. C'est ce que StarTimes est en train de faire parce que StarTimes a un projet d'implantation de la télévision satellite pour 10 000 villages en Afrique. C'est permettre les villageois pour regarder les contenus audiovisuels du monde entier, inclus les programmes chinois. Mm. Bien sûr, StarTimes a son propre chaîne de diffusion en anglais, français, portugais, swahili, aussi en Hausa. Justement, on parlait de l'économie de l'industrie cinématographique en Chine, aussi dans le monde entier. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé aussi de l'importance du box-office. Donc, il n'y a pas que le box-office qui attire l'attention, mais il y a aussi des produits dérivés des films, des produits dérivés de chaque film. Par exemple, si on prend le film de Wandering Earth 2 comme exemple, eh bien, la campagne de financement a également misé sur ces produits dérivés et a également levé avec des réseaux sociaux, avec l'Internet, a levé plus de 100 millions de yuan en très peu de temps, donc en fournissant des accessoires en lien avec le sujet du film. Madame Ruemin, selon vous, pourquoi les accessoires et ces produits dérivés de Wandering Earth 2 sont-ils appréciés au public et sont très favorisés par le marché? Pourquoi selon vous? D'après moi, je pense que derrière cette popularité, c'est le travail de l'équipe artistique et aussi la capacité de production qui sont approuvées par les spectateurs chinois. Et je pense que dans la conception de ces accessoires, il y a beaucoup d'imagination. Et je pense que ces produits, ou bien ces accessoires répondent également bien à la curiosité des spectateurs sur comment l'avenir apparaît dans les films science-fiction chinois et surtout avec le développement de l'intelligence artificielle à l'avenir. Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a cette grande popularité. Quels ont été les produits qui ont été les plus favorisés en Chine? Je pense que c'est le Frameur, c'est un portique. C'est un robot sous forme de portique détecteur, pardon. Donc, cela sert à se défendre. Il a beaucoup de fonctions. Il y a aussi le système DOG qui s'appelle Pumb. Donc, c'est un robot assistant utilisé dans la base lunaire par un rôle principal dans le film. Donc, c'est très mignon. Il a un caractère très adorable. Voilà, donc je pense que ce sont les deux produits qui sont très populaires et qui sont très appréciés par le public. Voilà. Oui, avez-vous là justement un exemple, une photo à nous montrer ou Oui, 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 je l'ai super. dans mon portable. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous montrer. Voilà, c'est le Bunbun. Voilà, Ah, ok. c'est un Ça veut dire petit que robot. maintenant, le public chinois peuvent Ouais. acheter
les Oui, réplicas de ce déjà, qu'ils oui, voient dans le déjà. film. Ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi euh, le frameur qui est sous forme de ça, comme ça, voilà. C'est une photo de ce portique, voilà. Je pense que c'est déjà disponible sur le site de vente en ligne, voilà. J'imagine que le prix aussi pour ces articles-là sont aussi apportables pour le public chinois. Oui, je connais pas exactement le prix, je pense que c'est pas très cher. Ouais. Mais- Alors justement, là, je voulais, quand on parle de l'économie, quand on parle du financement, tant qu'on parle tout ce qui est le côté économique de l'industrie cinématographique chinoise, ça serait peut-être aussi intéressant de voir aussi le potentiel du marché chinois. Justement, en quelques mots, et ça sera la dernière question pour aujourd'hui, mais pour tous les quatre, comment voyez-vous les perspectives pour la coopération cinématographique sino-française dans le futur, dans l'aspect économique? Donc d'abord, toujours pour vous, Madame Zhang Huimin, comment voyez-vous les perspectives de coopération entre les deux pays et dans quel sens vont l'économie de l'industrie cinématographique chinoise? Je pense que peut-être on pourrait prendre l'exemple de ces accessoires, peut-être. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de spectateurs chinois qui sont déjà en France. Je pense qu'ils ont des amis français et je pense qu'avec cette communication, je pense que cela peut aider à la promotion des films chinois. Et donc, je pense qu'à cet aspect-là, on pourrait également essayer de pénétrer le marché français pour la vente de ces accessoires qui pourraient également obtenir l'appréciation des spectateurs français à travers ces accessoires. Et de plus, ils peuvent petit à petit commencer à apprécier, à regarder les films chinois. Voilà, c'est mon point de vue. Et pour vous, Monsieur Zolou, comment voyez-vous le futur de l'économie en lien avec l'industrie cinématographique chinoise? Et surtout pour vous, vous avez beaucoup travaillé aussi sur le marché international, sur le marché africain. Dans quel sens peut-on nous projeter sur le futur de l'économie? Pour nous, dans le futur, c'est de fournir des films, des documentaires, des séries, films plus approches de leur culture et de l'aider à développer les économiques tels que des documentaires qui racontaient la technologie, nouvelles technologies et des techniques qui s'approchent de l'agriculture. Ça veut dire que ce sont les thèmes qui sont abordés en Chine, qui sont aussi touchés par des films chinois, mais en même temps qui sont en lien avec le sujet quotidien de ces publics africains, c'est ça? Oui. Mm. On revient avec vous, Monsieur Garino. Vous êtes en ce moment en France et vous êtes aussi délégué artistique et technique du Festival du cinéma chinois. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces lacunes des films chinois en présentement sur le marché français. Mais comment voyez-vous le futur de ces films chinois et comment est-ce qu'on va pouvoir générer plus de revenus avec l'introduction, la présentation de plus d'images chinois, de plus de films chinois, de plus, j'espère un jour, de bons films chinois sur le marché français? Comment voyez-vous le potentiel économique de ces films sur le marché français? D'abord, je voudrais quand même dire que le développement de l'industrie cinématographique chinoise est absolument spectaculaire. Lorsqu'on sait que c'est une industrie qui a commencé à se structurer de façon vraiment professionnelle seulement au début des années 2000, 2002-2003. Et qu'en 2020, Alors en France, vous avez une histoire déjà qui date depuis plus de 150 ans. la Chine a également une histoire mais du cinéma, le cinéma des années 30, etc. C'est extraordinaire. Mais là, je parle vraiment d'une industrie moderne, structurée, qui a commencé à voir le jour vers 2002-2003 et qui, en 2020, est devenue la première de la planète. C'est absolument considérable comme développement. Et ça, il faut le souligner. Mais j'en viens maintenant à votre question. Votre question, c'est de continuer inlassablement à faire du marketing et à faire connaître ce cinéma chinois. Et lorsqu'on le fait,
il y a un retour du public. Je vais vous donner par exemple quelques exemples. Dans les années 2010, il y avait les coproductions officielles dont a parlé tout à l'heure Mustapha Ozgon et qui sont un petit peu administrativement compliquées à mettre en place, mais qui ont très bien fonctionné et qui attiraient du public. Il y a un certain nombre de films qui ont attiré beaucoup de public. Et puis, dès qu'on montre aux spectateurs français quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, eh bien, ils sont ouverts. Je prends par exemple deux exemples avec notre festival, deux exemples qui m'avaient frappé, un en 2013 et un en 2019. En 2013, je me souviens que nous avions sorti, j'ai oublié le titre du film parce que c'est déjà un peu ancien, c'était en 2013, un film qui est sorti quasi simultanément à notre festival ainsi que sur les écrans chinois. Et je vois encore, c'était spectaculaire, deux files de 100 mètres de spectateurs sur les Champs-Élysées pour aller voir le film. Et lors de la dernière édition, en 2019, nous avons refusé des spectateurs. Je me souviens, un samedi soir, la salle était complète, c'était une grande salle pour le film de Zhang Yimou, Shadow. Donc, ça signifie qu'il y a un potentiel et que ce potentiel, il faut le travailler inlassablement, faire du marketing et faire connaître ce cinéma qui est, Ça, c'est qui est méconnu. Encore trop. un travail colossal. Oui, mais on va y arriver. Hein. On peut y arriver. On va y arriver. Et justement, comment voyez-vous la compétitivité de ces films chinois par rapport aux films français aujourd'hui sur le marché français? Quand vous voyez le nombre de personnes qui font la queue pour entrer sur les Champs-Élysées pour aller visionner un film chinois, et quand vous voyez aussi des publics, la plupart du temps, le public français qui font la queue devant UGC, devant MK2 pour pouvoir profiter d'un film français, comment justement faire ce marketing de souligner les spécificités du marché, du film chinois en France? Il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître parce que pour beaucoup de spectateurs, depuis des années et des années, cinéma chinois signifie cinéma art et essai. Donc, il faut absolument faire connaître ce cinéma, expliquer aux spectateurs qu'il n'y a pas que le cinéma art et essai, qui est très bien, il y a des merveilles dans ce cinéma, mais qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a un cinéma mainstream qui est très intéressant et qui est tout à fait du même niveau que peut l'être le cinéma français ou le cinéma américain, et même parfois mieux. Merci pour cette réponse. Et Monsieur Ozgun, vous travaillez étroitement avec la Chine et aussi avec les États-Unis, mais après, vous travaillez plutôt au niveau du contenu du film, mais pas sur l'économie et aussi cette transition du contenu au flux d'argent qu'apporte un film. Donc, pour vous, comment, dans ce cas-là, comment faire en sorte qu'on produise un bon film pour qu'il puisse attirer plus de public, non seulement de public français, mais aussi le public international? Oui, totalement. En fait, je travaille déjà pour ça. J'ai déjà passé pas mal de temps en Chine aussi, à Shanghai, à Pékin. Et j'ai beaucoup d'amis acteurs et producteurs chinois à Pékin surtout. Et j'ai encore des projets en développement. Actuellement, c'est un peu ralenti en fait. Ça avance très doucement, mais je suis très positif pour le futur. En fait, déjà pour moi, la plupart des films chinois tellement bien. Par exemple, je trouve que c'est tellement dommage de ne pas réussir faire ce film Astérix Obélix en coproduction avec la Chine, parce que normalement, c'était censé de faire coproduction, mais au final, à cause de situation actuelle, ils sont tournés eux-mêmes avec des comédiens chinois qui habitent à Paris, mais normalement, c'était un film qui est censé pour tourner une partie à Shanghai et avec des comédiens chinois de Chine qui connus et distribués aussi en Chine. Astérix Obélix, c'est une super bande dessinée française qui est très connue et moi je trouve que Guillaume Canet il fait un très bon travail et surtout c'est une super idée d'aller amener cette idée Astérix Obélix mixée avec culture chinoise. Moi je trouve que c'est génial en fait pour le cinéma moderne, pour le cinéma d'aujourd'hui, pour les jeunes acteurs, pour tout le monde. Et je suis très positif pour le futur parce que petit à petit, je discute beaucoup aussi avec mes amis producteurs chinois qui ont envie de vraiment faire quelque chose avec la France, avec tous les pays européens, avec tous les pays occidentaux. Je sais que les producteurs chinois ont trop envie de faire ça. Il y a beaucoup de potentiel pour le futur. Je suis très positif. Est-ce que vous étiez également impliqué à ce moment-là dans le projet d'Astérix et Obélix
Non, non, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui travaillaient dedans, j'ai eu surtout des comédiens et des Ah, d'accord. techniciens. Et Mm. je suis au courant en fait de tout ce qui se passe. Non, je n'ai pas de poste dans ce projet, mais je suis parce que j'intéresse beaucoup par la Chine depuis longtemps. Et du coup, quand j'ai attendu ce projet depuis 2018 ou 2017, je crois, et je me suis dit, ouais, mais c'est très bonne idée de faire Astérix Mm. mixé avec cette culture chinoise qui est incroyable. Mais bon, j'ai vu déjà le film, c'est génial, hein, c'est très bien fait. Les Mm. comédiens chinois qui habitent à Paris, qui naissent grandi à Paris, ça leur permet d'avoir vraiment une très bon succès actuellement. C'est bien pour les Chinois qui habitent à Paris, voilà. Dernier mot pour Madame Zhang Huimin. Comment voyez-vous le potentiel de l'industrie cinématographique chinoise aujourd'hui avec les blockbusters comme The Wonder Years 2, qui est aujourd'hui très à la mode en Chine? Je pense que le potentiel est vraiment très grand. Je pense qu'à travers cette expérience dans le film, enfin, Wandering Earth, ou traduit en français La Terre errante, numéro 2, je pense que la capacité de production en Chine a connu un grand essor depuis ces dernières années, par exemple au niveau des effets spéciaux. Je pense que le réalisateur a coopéré principalement avec des équipes chinoises et aussi au niveau de la conception et aussi la fabrication des accessoires sont tous assurés par des entreprises chinoises. Je pense que cela pourrait montrer la capacité de production dans l'industrie cinématographique. Et je pense que les spectateurs chinois en sont très fiers pour le moment. Je pense que ça explique également la popularité de ces petits produits liés à ce film. Voilà. Et aussi au niveau de l'industrialisation du secteur cinématographique. Dans ce film, le réalisateur Gauvin a aussi fait de très grands efforts pour améliorer le niveau de l'industrialisation cinématographique de Chine. Par exemple, il a invité beaucoup de stagiaires de l'école, de l'université de cinéma de Pékin pour participer à la production du film, pour Mm. remarquer toutes les fautes qu'ils ont déjà commises pour bien améliorer le niveau de l'industrialisation. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un grand potentiel dans ce domaine-là. Voilà. Un grand potentiel. Et un mot très court pour nous expliquer vos attentes du marché chinois cinématographique dans le futur. Je pense que mes attentes consistent à plutôt l'histoire de l'intrigue des films, avec beaucoup de culture beaucoup de culture ou bien de valeurs chinois. Voilà, je pense que comme cela, on pourrait développer petit à petit le marché international de cette industrie voilà, de cette industrie, et aussi la capacité de production aussi. Je pense que le niveau de l'industrialisation, par exemple au niveau de l'organisation de production pendant le tournage des films, voilà, je pense que c'est très intéressant. C'est aussi mes attentes, c'est comme cela. Je pense que tous les acteurs, les équipes de production auront une expérience beaucoup plus agréable, beaucoup plus enrichie à l'avenir. Voilà, c'est comme ça. Donc, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce forum, à cette discussion concernant l'économie de l'industrie cinématographique chinoise. Et tout à l'heure, nous avons bien sûr entendu que M. Garino a partagé ses points de vue sur l'industrie cinématographique chinoise, qui est aujourd'hui devenue de plus en plus moderne et structurée, et donc avec un grand potentiel, avec M. Ozgun sur le contenu du film et aussi les un grand potentiel de développement et de coopération, de coproduction avec les équipes chinoises, avec M. Zolu, un potentiel déjà entre la Chine et l'Afrique, et peut-être un jour entre le marché chinois et le marché européen. Et enfin, avec Mme Zhang Huimin, qui a impliqué personnellement dans ce travail de production de la traduction du film The Wandering Earth 2 et qui nous a partagé les possibilités de
développer des produits dérivés en lien avec le sujet du film. Merci encore une fois à tous les quatre et merci d'avoir participé à ce forum et je vous dis à très bientôt.